pour le panel B, comme vous avez présenté, il va présenter dans le fond les étapes 2 et 3 du guide, qui sont celles du portrait du territoire et du diagnostic des milieux humides et hydriques. Monsieur Goulven nous présentera l'étape 2 qui est celle du contexte d'aménagement du territoire et le contexte environnemental. Ensuite, l'étape 3 qui consiste à diagnostiquer les enjeux de conservation des milieux humides et hydriques. Afin de bien illustrer dans le fond ces deux étapes, nous aurons des courtes présentations de nos panélistes invités. Donc, dans l'ordre, Mme Marie-Josée Côté, qui est à la droite de la table, donc chef d'équipe écologie et territoire de la Direction générale de la conservation de la biodiversité au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Mme Pauline Marquer, chargée de projet et soutien au plan directeur de l'eau au regroupement des organismes de bassin versant du Québec, qui est au centre. Mme Valériane Bachan, inspectrice et chef de projet, responsable du plan directeur de l'eau à la MRC de la Haute-Yamaska. Donc, j'inviterai maintenant Goulven Bille pour la présentation des étapes 2 et 3 du guide sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc l'amorce est déjà passée, on a établi nos objectifs, on a notre plan de travail. On est rendu à faire donc l'étape 2 qui est le portrait des milieux humides et hydriques de notre territoire, mais pas juste ces milieux-là, mais aussi le contexte environnemental, qui sera suivi du diagnostic. Le portrait, tel qu'il est présenté dans le guide, il y a deux thématiques sur lesquelles on désire vous entendre. La première qui est le contexte d'aménagement, donc qui va nous permettre de mieux comprendre votre territoire ou la dynamique de votre territoire. Et la deuxième thématique qui est bien entendu le contexte environnemental qui va être au final toutes les informations que vous allez utiliser pour identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt pour la conservation. Dans le guide, comment il est structuré, c'est qu'à chaque étape ou à chaque thématique, on vous propose une certaine quantité d'informations qui sont disponibles pour vous. Donc ces informations-là sont vouées à évoluer et à être augmentées. Donc ce qu'on va faire aussi avec les mises à jour du guide et sur la page Internet. Mais grosso modo, on parlait des acteurs de l'eau comme les organismes de bassin versant. C'est sûr que le plan directeur de l'eau, ce serait un bon outil pour essayer de mieux comprendre la gestion de la ressource en eau sur votre territoire. Il y a l'Atlas des milieux naturels d'intérêt aussi, ça c'est un gros travail qui a été fait en collaboration avec le provincial et le fédéral, dont Marie-Josée Côté va nous parler dans le panel. Un travail d'identification de milieux naturels d'intérêt à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent, où dedans il y a une somme d'informations très intéressante pour vous à prendre en considération ou à copier pour faire votre plan régional. Concernant le contexte d'aménagement, on peut penser à des PDZA aussi, de l'analyse de tout le potentiel de développement de la zone agricole, qui est super intéressante, où on peut chercher aussi des opportunités. On parlait d'opportunités tantôt pour faire de la restauration en zone agricole. Je pense que c'est des documents aussi qui peuvent lever ces opportunités-là. Il y a les potentiels agricoles des sols. C'est sûr que on peut appeler ça comme une carte de contrainte à la conservation. Des sols agricoles qui sont très bons pour la culture seront peut-être moins intéressants pour la CPTQ à dézoner, etc. Donc ça va vous donner aussi des bonnes informations pour ces opportunités de conservation-là en zone agricole. Il y a aussi les PMAD pour les MRC qui sont en zone métropolitaine, les schémas d'aménagement et toutes sortes de données et analyses sectorielles qu'on peut trouver en fouinant ou en grattant un peu autour de nous. On pense à vous, les MRC et les municipalités, vous faites des travaux d'acquisition de connaissances, on en a vu plein ce matin, que ça peut être aussi la caractérisation terrain de milieux humides et hydriques, que vous pouvez réutiliser puis bonifier comme ça tous les outils que le ministère vous propose, comme les cartographies disponibles sur Données Québec. Il y a aussi les municipalités qui ont fait des plans de gestion ces dernières années qui peuvent être intéressants aussi à éplucher, comme pour reprendre les enjeux ou les méthodes, mais à l'échelle de la MRC cette fois-ci. Les organismes de conservation sur le territoire qui connaissent très bien votre territoire, qui peuvent être aussi des bons partenaires pour vous aider à vous faire un meilleur portrait. Données Québec, Géoboutique, ce sont des gros joueurs en termes de données. C'est là où on trouve les cartographies de milieux humides et hydriques, toutes sortes de données aussi sur le territoire à l'échelle du Québec. Le portail de l'eau, c'est un nouvel outil aussi du ministère sur lequel on peut avoir toutes sortes de données très intéressantes sur la qualité de l'eau et sur la ressource en eau, et les universités, etc. L'exigence qui est proposée, on nous pose souvent cette question-là, c'est quoi vos exigences avec laquelle on va travailler pour faire notre diagnostic, l'exigence de base.
Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser les données disponibles les plus à jour. C'est-à-dire que on ne vous demande pas, pour une MRC qui sera à l'extérieur des basses terres, de refaire une cartographie détaillée comme celle de la MRC des sources, par exemple. Ça peut paraître réducteur comme façon de faire, mais ce qu'on voulait surtout, c'était ne pas pénaliser les MRC qui avaient peu de données gouvernementales, et pour rattraper en 2-3 ans le manque de données que certaines MRC avaient déjà. Donc c'est pour ça que notre exigence est d'utiliser les données disponibles les plus à jour. J'y reviendrai un peu plus tard. Le contexte d'aménagement, donc il ne s'agit pas de refaire un schéma d'aménagement, loin de là, parce que ça c'est à tous les 15-20 ans, si je comprends bien, puis c'est très long à faire, mais c'est de partir de ces documents de planification-là et de dresser un portrait de son contexte d'aménagement. Donc ça peut être un contexte socio-économique, ça peut être nous parler de la planification de votre territoire, et ça va nous permettre de mieux vous comprendre, dans quel contexte votre plan a été réalisé, mieux comprendre aussi pourquoi on est rendu à une telle planification, parce qu'elle a été faite il y a 15 ans, et puis il y a déjà des investissements qui ont été faits sur le territoire, et voici où on en est rendu, par exemple. C'est surtout une porte ouverte à poser les bases de la justification de l'arbitrage qui s'en vient dans les étapes subséquentes, l'étape numéro 4. Donc c'est sûr que on vous invite à décrire votre territoire. Vous pouvez nous envoyer votre schéma d'aménagement de 700 pages pour qu'on comprenne tout ça. Mais je pense que vous avez tout intérêt à nous simplifier la tâche et à nous cibler vraiment les portions les plus intéressantes de votre plan ou schéma d'aménagement qui vont nous aider à mieux comprendre la contextualisation de votre exercice. Donc cette synthèse-là est à votre discrétion. Le contexte environnemental, là, le ministère a un peu plus de pogne, je dirais. On vous demande de recenser les milieux humides hydriques sur votre territoire, c'est bien sûr, avec l'exigence d'utiliser les données disponibles les plus à jour. Donc, quelles sont ces données-là? Rapidement, on a les cours d'eau de la géobase du réseau hydrographique du Québec qui sont disponibles pour l'ensemble du territoire. On a aussi les limites de bassins versants et de sous-bassins versants qui ont été délimitées à partir de ces cours d'eau-là. Il y a aussi les zones inondables cartographiées par le gouvernement du Québec, qui sont, elles, plutôt plus disponibles à certains endroits du territoire. Concernant les milieux humides, on a la cartographie des milieux humides potentiels qui, elle, est disponible pour l'ensemble du territoire du Québec. Cette cartographie-là, elle est structurée, ou en tout cas, la donnée de base qu'on utilise pour faire ressortir les milieux humides potentiels, c'est les cartes écoforestières. Donc il y a comme une analyse de l'ensemble de la métadonnée en arrière de cette cartographie-là qui nous amène à détecter sur le territoire des milieux humides dits potentiels. C'est sûr que c'est pas le best, mais c'est quand même un bon point de départ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va mettre à jour cette cartographie-là d'ici le printemps 2019. Là, je vous montre un exemple du type d'amélioration de la cartographie qu'on va faire. C'est qu'on va venir redétailler le contour de ces complexes de milieux humides, et surtout, on va établir la typologie des milieux humides. Donc, pour les MRC qui seront à cheval entre les deux types de cartographie, milieux humides détaillés et milieux humides potentiels, il y a déjà un arrimage intéressant à faire entre les deux jeux de données. Je vous parle de la cartographie des milieux humides détaillés. Ça, je pense que je n'ai pas à vous présenter. Cartographie qui est faite avec Canard Limité en partenariat avec le ministère sur les territoires en brun. Donc, toutes les basses terres du Saint-Laurent et les basses terres du lac Saint-Jean. Et donc ça c'est disponible. Aussi autre annonce, en fait, si je peux dire ça comme ça, ce matin le ministre Charette vous a annoncé une subvention ou un programme d'aide de 83 000 $ et 83 300 $, c'est ça. D'un autre côté, il y a nous, notre équipe, puis l'équipe de Marie-Josée qui travaillent fort à développer de la connaissance et qui, dans les prochaines années, vont vous fournir la connaissance qui manque à vos plans régionaux. Donc, on ne veut pas pénaliser les MRC avec l'exigence minimale d'utiliser les données les plus à jour pour, avec ces fonds, acquérir la donnée. Mais d'un autre côté, on se donne la mission de vous la pousser, cette donnée-là, dans les prochaines années. Donc, ce qui est prévu dans l'équipe de la direction des connaissances écologiques, c'est de rendre publique une planification de l'acquisition de connaissances des milieux humides hydriques d'ici le printemps 2019. Donc là, vous allez pouvoir avoir accès à cette planification et voir en fonction de votre territoire quand est-ce que les données vont arriver et faire de manière stratégique, voir à quel moment aussi vous allez commencer à faire votre diagnostic.
Pour le contexte environnemental, il est demandé de faire le bilan des perturbations de l'état des milieux hydriques et des problématiques qui lui sont associées. L'objectif, c'est avec cette identification-là dans le portrait, c'est de porter les efforts de conservation sur des milieux humides et hydriques fonctionnels, mais aussi peut-être de détecter ceux qui pourront faire l'objet de travaux de restauration sur le territoire. Donc là, on pense au principe de l'atteinte de l'opine pertinente, dont je vais vous parler dans le prochain panel. Et toujours en fonction des données disponibles, on peut évaluer le pourcentage d'occupation, par exemple, des plaines inondables. On peut évaluer le pourcentage de milieux humides altérés ou disparus, ce qui a été fait, je crois, si je me souviens bien, dans le projet d'Andréane Blais ce matin, où on nous parlait, ou dans le projet de Marie-Claude, c'est ça, où on parlait de 80% des milieux humides qui étaient disparus le long du cours d'eau de la rivière Quaticook, donc des choses comme ça. Ça peut être aussi l'évaluation, ça, je l'ai dit. Si on passe au dernier point du contexte environnemental, c'est le recensement des milieux naturels d'intérêt, toujours en lien avec les milieux humides et hydriques, et toujours en lien avec les données disponibles. Donc c'est de faire valoir en fait le niveau de biodiversité de votre territoire, et est-ce que sur le territoire il y a des milieux naturels d'intérêt qui seraient intéressants à conserver au niveau de la biodiversité. Donc est-ce que dans ces grands complexes de milieux naturels-là, il y aurait des milieux humides et hydriques d'intérêt de conservation? Une fois qu'on a fait le tour du portrait des données qui sont à notre disposition, la question légitime de se poser est doit-on faire l'acquisition de connaissances? Est-ce que les données sur les milieux humides et hydriques dont je dispose sont-elles suffisantes pour l'atteinte de mes objectifs, ceux que j'ai décrits à la première étape, à l'amorce? Sinon, il peut être opportun de planifier certaines études sectorielles pour améliorer la précision sur le portrait des milieux humides et hydriques. Donc ça peut être intéressant. Donc on peut détailler davantage le recensement des milieux humides et hydriques avec des technologies comme le LIDAR, une cartographie de LIDAR que je vous présente. On voit très bien que le contour exact des cours d'eau peut être facilement délimité à l'œil. On voit les zones de mouvement de cours d'eau, donc les zones de liberté des cours d'eau. On voit aussi les fossés de drainage qui peuvent être intéressants à regarder s'il y a un milieu humide dessus ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi de l'acquisition de connaissances en lien avec les corridors écologiques, par exemple, si on vise la conservation de la biodiversité sur notre territoire, etc. C'est ce qui... Une fois qu'on a dressé le portrait, on arrive à la troisième étape, donc le diagnostic des milieux humides et hydriques. C'est l'étape où on brasse l'ensemble des données du portrait pour arriver à l'ultime, c'est-à-dire l'identification des milieux humides et hydriques d'intérêt pour la conservation. C'est l'objectif du diagnostic. Et pour y parvenir, on vous propose une méthode ou un cheminement en fait, de réflexion pour arriver à cette identification-là. On commence par vous proposer de subdiviser votre territoire en plusieurs unités de géographiques qui, elles, permettront de moduler les objectifs de conservation en fonction de vos réalités particulières, donc pas sur l'ensemble de votre territoire, mais des réalités particulières beaucoup plus localisées. Et ça permettra aussi de spatialiser les enjeux à travers ces unités-là, et aussi de cibler précisément les actions à mettre en œuvre sur votre territoire en lien avec la conservation de vos milieux humides et hydriques. Ces unités géographiques, ça peut être les limites de bassin versant, de sous-bassin versant. Ça peut être également en lien avec le cadre écologique de référence. Donc, tout ça, c'est des données aussi qui sont disponibles sur Géoboutique ou Données Québec. Le cadre écologique de référence, une petite définition, sa cartographie décrit le territoire en s'appuyant sur l'organisation spatiale des formes de terrain et du réseau hydrographique qui en est souvent révélateur. Donc c'est structurer le territoire en fonction par exemple, de districts écologiques, l'unité qui serait la plus adéquate pour vous en lien avec votre territoire. Donc ça c'est peut-être un découpage de territoire qui peut être intéressant si votre enjeu c'est la conservation de la biodiversité. Ensuite, on détermine les enjeux en lien avec chacune des unités géographiques. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Nous, on vous propose la méthode des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, encore une fois, c'est des tables d'experts ou d'acteurs du milieu qui analysent le portrait et qui font ressortir les menaces et les opportunités sur le territoire. Ça, c'est une façon de faire qui est assez commune, je pense, pour le monde municipal. C'est un peu la méthode qui est approchée avec les PDZA, où quand on refait le concept d'organisation spatiale
en vue de modifier ou de modifier le schéma d'aménagement. Et les enjeux qu'on peut faire ressortir en fonction des particularités du territoire, c'est la biodiversité, la qualité de l'eau, la quantité d'eau, l'usage de l'eau, etc. Donc, encore une fois, des enjeux assez bien connus. C'est donc en faisant ressortir ces enjeux-là qu'on va chercher le respect du deuxième principe, en fait, qui est tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Donc ça, c'est des enjeux qui sont à prendre en considération dans votre analyse. Plusieurs impacts, ça c'est encore une fois connu, sont anticipés pour le futur en lien avec ces changements-là, comme des périodes de canicule plus fréquentes et plus chaudes, des niveaux d'eau plus élevés en zone côtière, des phénomènes de fortes crues, etc. Des modifications aussi également de patrons de distribution de la biodiversité. Et vis-à-vis de ces changements-là, la pratique d'aménagement du territoire peut en partie soit limiter ces impacts, mais également les amplifier. Nous, c'est bien sûr que le ministère de l'Environnement, on désire les limiter ces impacts-là sur le territoire. Donc il y a deux stratégies qui sont mises à disposition du monde municipal. C'est soit viser la réduction des gaz à effet de serre ou l'adaptation. Donc c'est vraiment l'adaptation qui est visée à travers ce principe-là du plan régional. Et donc il s'agira de valoriser les milieux humides et hydriques dont les fonctions écologiques seront reconnues pour réduire la vulnérabilité de secteurs particuliers face au changement climatique. Je continue dans le diagnostic et ça va mettre fin à ma capsule. Une fois qu'on a établi les enjeux localement dans notre MRC, la MRC donc statue sur les orientations et objectifs de conservation des milieux humides et hydriques à assurer dans certaines parties de son territoire. Et ça va permettre, ces orientations-là et ces objectifs-là, de structurer une méthode qui, elle, va venir identifier spatialement lesquels seraient d'intérêt pour la conservation. Donc le guide, on en convient très bien, ne propose pas de recette unique pour l'ensemble du Québec. Je pense qu'on ne l'aurait pas encore sorti, le guide, si on était à élaborer une recette unique pour le Québec. On préférait structurer finalement la réflexion autour de points de contrôle pour vous faire cheminer dans cette direction-là. Et surtout, il y a plusieurs méthodes qui existent au Québec. Il y a des analyses multicritères, des sélections de filtres grossiers, fins, des sélections par l'analyse de corridors écologiques ou même récemment des algorithmes de priorisation. Et le ministère, on n'est pas là pour juger laquelle méthode est la meilleure. Nous, ce qu'on désire surtout, c'est que la priorisation soit structurée, donc cohérente en fonction des fonctions écologiques des milieux humides et hydriques sur le territoire et que ce soit donc cohérent en lien avec les problématiques identifiées. Donc c'est toute une réflexion qui, au final, va être posée dans votre plan régional et justifiée, qui va être notre point de contrôle, notamment dans les critères d'analyse. Ça met fin à ma capsule. Merci, Goulven. J'inviterai maintenant Mme Marie-Josée Côté à nous présenter l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses traditionnelles. Vous pouvez venir au lutrin. Vous avez 5 minutes, exactement. Désolée, je suis un peu petite. Dans les petits pour les bons onguents qui disent. Dans les grands aussi. Donc, j'y vais. Donc, mon mandat était de vous parler, de vous faire dresser un très bref survol de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent, principalement pour ceux qui ne connaissent pas l'outil encore, parce qu'on a quand même fait plusieurs présentations depuis son élaboration. Donc, allons-y. L'objectif principal de ce projet-là était, dans le fond, dans un contexte de basse terre du Saint-Laurent où les pressions humaines sont quand même assez importantes. Désolée, je vais mettre mes lunettes, je ne vois pas mes diapos. C'est l'âge. D'assurer la conservation des milieux naturels pour favoriser le maintien de la biodiversité. Donc, l'enjeu ici, qui était au cœur de notre travail, c'est le maintien de la biodiversité dans les basses terres du Saint-Laurent. Les deux sous-objectifs qui ont guidé toute la démarche, c'est selon la logique de filtre grossier, filtre fin, dans le fond. Le premier était de s'assurer de préserver une diversité de types de milieux qui sont représentatifs de la biodiversité à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent.
dans un premier temps, donc le filtre grossier, et dans un deuxième temps, de préserver des milieux naturels qui abritent des habitats essentiels d'espèces, donc le volet filtre fin. Au niveau du filtre grossier, les types de conservation qui ont été considérés sont évidemment les milieux forestiers, donc des fragments forestiers de plus de 10 hectares, les milieux champêtres, principalement les friches et les prairies agricoles, les milieux humides, évidemment, des complexes de milieux humides de plus d'1 hectare, et les milieux aquatiques, considérant que le corridor fluvial a été traité au niveau du filtre fin. Pour les milieux aquatiques, au niveau du filtre grossier, ce sont principalement des cours d'eau qui ont été cartographiés en unité écologique aquatique. Concernant la méthode d'identification de nos milieux d'intérêt à conserver, j'aurais pu en parler pendant des heures. Il y a des webinaires qui ont été organisés pour chacune des types de conservation. On explique plus en détail la méthode. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est 3 choses principalement. Notre méthode devait nous permettre de répondre à nos objectifs. Donc, un objectif de représentativité dans un premier temps et un objectif d'aller sélectionner des milieux avec des habitats incontournables. Donc, le premier élément, c'était dans le fond de capter la diversité de l'ensemble des types de milieux pour les différentes cibles forestiers, humides, champêtres, aquatiques, à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent. Et on s'est fixé un seuil de représentativité inspiré des objectifs d'Aichi où le seuil est de 17 %. On s'est fixé un seuil à 20 %. Évidemment, on pourrait faire des scénarios de seuil, donc tout est possible. Là, ici, les résultats illustrent un seuil de 20. Et ce qui est important de retenir, c'est que ça impliquait à la fois un volet cartographique, un volet classification de nos milieux en considérant les variables clés de leur fonctionnement, donc le calcul de différents critères, de différentes variables qui ont été intégrées dans l'analyse. Et ensuite, évidemment, une analyse de priorisation, duquel on est allé dégager notre 20 % de type de milieu représentatif. L'autre élément important à mentionner, c'est le volet, le deuxième objectif, dans le fond, la méthode devait permettre d'aller sélectionner des habitats incontournables, donc d'aller capter des milieux naturels qui renferment soit des aires protégées, des espèces en péril, des espèces menacées, des écosystèmes forestiers exceptionnels ou autres. Puis l'autre élément que je voulais vous mentionner rapidement, quand on parle de représentativité de la biodiversité, on doit travailler avec une unité de référence. Évidemment, les basses-terres du Saint-Laurent, c'est immense. Donc, on est allé chercher une unité de référence qui était plus régionale, puis qui nous permettait d'aller capter justement les différentes réalités écologiques régionales à l'intérieur des basses-terres. Puis pour ce faire, on a travaillé avec le cadre écologique de référence dont Goulven vous a parlé rapidement tantôt, et on a produit des contextes de mise en place régionaux. Donc, nos objectifs de représentativité étaient faits à l'échelle des contextes régionaux de mise en place. Donc, lorsque la méthode a été développée et élaborée, réalisée, on obtient dans le fond un catalogue de milieux naturels à conserver, avec lequel par la suite on peut travailler, puis on peut moduler l'exercice. À gauche, je vous présente rapidement ce que ça donne au niveau du 20 % de représentativité de chacun de nos types de milieux. Milieux forestiers, humides, champêtres, aquatiques. Donc, évidemment, vous comprendrez que dans l'image de gauche, on a 20 % de nos milieux qui sont retenus. Dans l'image de droite, on a fait aussi une analyse multicible, donc des milieux d'intérêt soit aquatiques, forestiers ou humides qui étaient adjacents, donc qui étaient dans le même secteur. On les a intégrés ensemble pour faire, dans le fond, une analyse multicible. Puis dans ce cas-ci, le résultat qui est obtenu, ça couvre environ 11 % de nos milieux naturels à l'échelle des basses-terres. Il me reste une petite minute. Donc, les outils développés, rapidement, une cartographie d'occupation du sol qui sous-tend toute la démarche de cartographie, des contextes territoriaux de mise en place qui émanent du cadre écologique de référence, des unités écologiques aquatiques qui sont insérées au sein du cadre de référence hydrologique du Québec. Cette information-là est disponible en ce moment. Et aussi, en amont de la démarche, c'est important de mentionner qu'il y avait eu un exercice de développer un répertoire des aires protégées, mesures de conservation, et aussi un répertoire des plans de conservation qui est disponible dans l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent. Donc, les informations disponibles depuis octobre 2018, un rapport méthodologique complet, les données cartographiques avec lesquelles vous allez pouvoir jouer, la donnée est disponible.
les résultats de calcul des variables et tout. Des présentations webinaires, des méthodes spécifiques pour chacune des cibles. Tout ça est disponible depuis octobre sur le site FTP du ministère. On va trouver un meilleur endroit pour la version finale. Donc, les prochaines étapes pour la classe, compléter les résultats pour l'Outaouais et la Rive-Nord. Il y a 2 fautes dans la diapo, je vous laisse les trouver. Les résultats pour l'Outaouais et la Rive-Nord, un rapport méthodologique version finale, et aussi, en cours, il y a un atlas format grand public qui pourrait d'ailleurs être très utile peut-être auprès du monde municipal. Ce sera un outil vulgarisé. Puisque le travail est réalisé selon la logique des normes ouvertes en conservation, il y a d'autres analyses en cours, l'analyse de viabilité, analyse de menaces de nos milieux naturels. C'est Louise Gratton qui fait ce travail-là. Pour considérer la problématique de résilience au changement climatique, il y a des analyses de connectivité écologique qui sont en cours par l'équipe de Andrew Gonzalez de l'Université McGill. Ça va être disponible aussi, on le souhaite, au printemps. Analyse du milieu terrestre dans un premier temps. On souhaite réaliser des analyses des milieux aquatiques. Et enfin, il y a des stratégies de mise en œuvre, évidemment, des ateliers régionaux qui seront organisés pour faire atterrir tous ces beaux résultats chez vous. Il y a beaucoup de partenaires derrière ça. En fait, le coordonnateur du projet principal, c'est Benoît Jobin, Environnement Canada. Il m'a demandé de le remplacer. Je suis super contente. Et non, mais c'est vrai, je suis vraiment contente. Et en fait, c'est important de mentionner qu'il y a différents ministères, il y a plusieurs équipes derrière tous ces travaux-là, des gens de chez nous, environnement et lutte contre les changements climatiques, des gens de la direction de l'expertise faune aquatique, de Forêt Faunique Parc, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, Andréane notamment, ça nous permet de trouver le moyen d'atterrir nos choses pour que ça soit tangible pour vous. Louise Gratton nous a beaucoup supporté aussi. Et aussi Conservation Nature Canada qui suit nos travaux. On a des expertises comparables, donc c'est intéressant d'échanger. Et tout le travail des répertoires dont je vous ai parlé rapidement, c'est le Bureau d'écologie appliquée qui a fait les travaux. Donc voilà, c'est un très très bref survol, espérant que ça vous donnera le goût d'aller voir ce que ça donne. Merci. Merci beaucoup, Mme Côté. J'inviterai maintenant Mme Pauline Marquer à nous présenter le mandat des OBV attribués par le ministère de l'Environnement dans le cadre des plans régionaux. Merci. Alors. Bonjour à tous. Très heureuse de représenter cet après-midi le réseau des 40 organismes de bassin versant du Québec, composé de plus de 200 professionnels en gestion intégrée de l'eau et qui eux-mêmes représentent environ 900 acteurs de l'eau, incluant évidemment le secteur municipal, mais également des représentants du secteur économique, gouvernemental, communautaire ou encore des représentants des Premières Nations. Le 5 mars 2009, le territoire du Québec méridional a été redécoupé en 40 zones de gestion intégrée des ressources en eau. Ces zones avaient été majoritairement établies à partir de plusieurs des 33 bassins versants désignés prioritaires durant le découpage de 2002. Aujourd'hui, les OBV sont mandatés par le ministère de l'Environnement pour être les maîtres d'œuvre de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins versants. Nos organismes rendent possible la participation de tous les acteurs de l'eau à la gestion intégrée de l'eau. Le 11 juin 2009, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, qu'on appelle aussi la loi sur l'eau, a été adoptée. Cette loi concrétise l'intention du Québec de mettre en œuvre la gestion intégrée de l'eau à la fois sur le fleuve Saint-Laurent via les TCR et sur l'ensemble des bassins versants du Québec avec les OBV. Dans cette loi, les mandats des OBV sont exprimés clairement, soit de favoriser la concertation, la mobilisation et le passage à l'action des intervenants régionaux sur leur territoire de manière intégrée, et également élaborer et mettre à jour un plan directeur de l'eau pour sa zone de gestion, représentatif des préoccupations et priorités d'action du milieu, ainsi que d'en promouvoir et de suivre sa mise en œuvre. Ce plan directeur de l'eau est l'outil principal de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins versants, et celui-ci est révisé par 11 ministères avant son adoption. Le plan directeur de l'eau rassemble les éléments d'information nécessaires à la compréhension des problématiques sociales, environnementales et économiques liées aux bassins versants présents à l'intérieur d'une zone de gestion. Il propose également des interventions à réaliser, notamment en matière de protection, de restauration et de mise en valeur des ressources en eau.
Le cycle de la gestion intégrée des ressources en eau comprend dans l'ordre les éléments suivants, donc l'élaboration d'un portrait, l'établissement d'un diagnostic, ensuite la définition d'une vision à long terme des ressources en eau et des milieux associés, la détermination d'enjeux, d'orientation et d'objectifs, et l'élaboration d'un plan quinquennal, son suivi et son évaluation. Le portrait est une description des principales caractéristiques des bassins versants qui présentent un intérêt dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. C'est un élément riche et qui comprend énormément d'informations, notamment un portrait hydrologique et hydrographique, pour nommer et vous présenter certains éléments que l'on peut retrouver dans un portrait d'un plan directeur de l'eau. On peut retrouver des éléments relatifs à la caractérisation des berges, à la caractérisation des zones inondables. On retrouve également des analyses spatiales et temporelles de la qualité de l'eau dans la zone de gestion, entre bassins versants et à l'intérieur même d'un bassin versant. On peut retrouver aussi des éléments relatifs à la perturbation des cours d'eau ou des milieux naturels, ou encore des caractérisations des milieux humides et sites d'intérêt pour la biodiversité. Le diagnostic, quant à lui, va exposer des problématiques affectant l'état des eaux et les milieux associés ainsi que leurs usages. Dans un diagnostic, on va retrouver les causes relatives à une problématique, les conséquences qui en découlent et on va essayer d'établir des liens entre ces causes et ces conséquences. Parmi les éléments des diagnostics relatifs aux problématiques d'une zone de gestion intégrée de l'eau, on retrouve aussi des diagnostics spécifiques des problématiques affectant les milieux humides, et aussi des diagnostics spécifiques des problématiques affectant les cours d'eau. L'objectif de ce diagnostic portant sur les ressources en eau est de permettre d'acquérir une compréhension suffisante de chacun des problèmes de manière à ce qu'il soit facile pour les OBV et leurs acteurs de l'eau de déterminer les solutions les plus durables possibles. Suite à l'élaboration de la loi sur la conservation des milieux hydriques et humides, et considérant que la gestion intégrée des ressources en eau est un processus itératif et évolutif, le ministère de l'Environnement a confié de nouveaux mandats aux organismes de bassins versants, soit d'ici le 31 octobre 2019, la priorisation des problématiques pour la zone de gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins versants, donc pour chaque zone de chaque OBV, et également l'évaluation des efforts menant à la participation, à la mobilisation et la concertation des acteurs dans le cadre même de cette priorisation des problématiques. La qualité de cette priorisation tiendra évidemment à la qualité de l'implication des acteurs au processus. Deuxième nouveau mandat attribué aux OBV par le ministère de l'Environnement, d'ici le 15 mars 2020, donc à peu près dans un an, mettre à jour les éléments inscrits au PDE concernant les objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés, établis par l'OBV et selon les attentes du ministre. Donc plusieurs des éléments relatifs aux milieux hydriques et humides sont d'ores et déjà établis par les organismes des bassins versants et on les retrouve dans les plans directeurs de l'eau comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Les objectifs associés aux problèmes de dégradation des milieux hydriques et humides, à l'érosion des berges, aux inondations, à la sédimentation, la perte de biodiversité ou encore l'altération du paysage ont été déterminés par la table de concertation des OBV et par l'ensemble des acteurs de l'eau y participant. Le cœur de ce forum aujourd'hui est l'élaboration des plans régionaux des milieux hydriques et humides par les MRC en vue de leur protection, de leur utilisation durable et de leur restauration. Étant donné le mandat de concertation des OBV et les informations déjà contenues dans les plans directeurs de l'eau et qui doivent être mises à jour dans le cadre des différents mandats accordés par le ministère prochainement et dans la prochaine année, la conservation des milieux hydriques et humides sera au cœur des préoccupations et des discussions menées par les OBV et leur table de concertation. Ces réflexions devront également considérer les impacts cumulatifs des dégradations à l'échelle des bassins versants dans un contexte amont-aval et je pense principalement aussi au milieu hydrique où l'échelle des bassins versants prend tout son sens. Le fait de cerner certains problèmes au départ qui préoccupent les acteurs de l'eau à l'échelle des bassins versants aura l'avantage d'orienter le diagnostic à l'échelle des MRC dans le cadre des plans régionaux des milieux hydriques et humides.
En conclusion, il apparaît opportun d'établir une collaboration entre nos organisations pour enrichir les réflexions qui auront lieu et seront menées dans les tables de discussion à venir, afin de réfléchir ensemble à une vision collective pour la protection et conservation des sites d'intérêt et pour le maintien de l'intégrité des fonctions écologiques associées au milieu hydrique et humide. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Marquard. J'inviterai maintenant Mme Valériane Bachan qui va nous présenter des exemples de diagnostic des milieux humides et hydriques réalisés dans la MRC Haute-Yamaska. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci de me permettre de relever ce défi de synthèse pour vous parler de ce document en 5 minutes. Non, en fait, je vais axer ma présentation sur vraiment la question du portrait du territoire. Donc, non, c'est pas ça, là. Donc, alors, je viens vous parler du plan directeur de l'eau de la MRC de la Haute-Yamaska. Ça porte un peu à confusion, c'est que d'entrée de jeu, je ne veux pas trop mettre de temps à expliquer, mais c'est un document de planification que la MRC s'est doté à l'échelle de son territoire. J'aurai la chance d'en parler davantage, mais c'est important de mentionner que la MRC se situe au cœur du bassin versant de la rivière Yamaska. Donc, c'est une carte qu'on a vue à quelques reprises aujourd'hui. Merci au ministère de l'Environnement. Donc, on a vraiment un territoire, justement, là, qui est bien situé dans un bassin versant. Et c'est dans ce contexte, en fait, dans le contexte de la problématique de qualité de l'eau qu'on a décidé, en fait, que les élus se sont positionnés là, et ont été motivés à se doter d'un document de planification pour la qualité des lacs et des cours d'eau. Donc, 4 enjeux ont été identifiés depuis, en fait, dans le cadre de la révision de notre plan directeur de l'eau. D'abord, il y a la question des changements climatiques. On en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, mais c'est sûr que les pressions énormes sont à considérer. La question du phosphore total, je parlais de la qualité de l'eau, c'est sûr que nous, les concentrations sont assez importantes là, de phosphore et c'est surtout en milieu agricole, on ne se le cache pas, mais bref, c'est une considération importante. Les sols à nu, les sols imperméabilisés, c'est très important, la lutte contre l'érosion. Donc, les efforts sont importants en ce sens-là. Et la question de la protection des milieux naturels, donc le maintien de l'intégrité de ces milieux-là, c'est vraiment important pour assurer une saine gestion des ressources en eau. Donc, là, c'est ça. Je vais vous faire un survol de données qui ont été développées, ou en tout cas que soit que la MRC ou les partenaires du projet nous ont aidés. Là, c'est vraiment intéressant pour ce qui est de la question du portrait dans le cadre du plan régional milieu humide hydrique. Mais là, nous, c'est sûr que ça ne s'est pas fait dans ce contexte-là, c'est dans le cadre de notre plan directeur de l'eau. Donc, la MRC, dans un premier temps, s'est dotée d'un programme d'échantillonnage. C'est depuis bientôt 10 ans. Donc, on a plein de données sur la qualité de l'eau qui nous permettent de vraiment là, de situer les problématiques. Donc, on a entre autres la carte de phosphore qu'on peut voir ici. Il y a aussi un inventaire des milieux humides. Encore là, je pourrais en parler longuement, mais c'est un projet qui a été fait à partir des données de Canard illimité. On est venu valider sur le terrain. En fait, il y a eu également de considérer les données du LIDAR pour venir bonifier la cartographie des milieux humides. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est sûr qu'à cette échelle-là, on ne voit pas beaucoup, là, mais c'est les milieux humides qui ont été validés. En fait, c'est des nouveaux milieux humides qui n'étaient pas sur la cartographie auparavant, issus de notre mandat là, qu'on a fait faire à l'externe. Il y a aussi des études des municipalités locales là, qui se sont ajoutées à tout ça. Là, c'est ça. Je ne veux pas trop en parler longuement, mais ça fait partie des données dont on dispose. Il y a ici les zones de recharge pour les eaux souterraines c'est issu du PACES, là. Les bassins versants que vous voyez sur la carte de gauche, c'est en fait avec les données du LIDAR, c'est 96 sous-bassins versants. C'est très intéressant comme division là, pour avoir des données bien plus précises et division de notre territoire. Et il y a également les cours d'eau que vous voyez, c'est un inventaire qui a été fait. C'est vraiment notre cartographie au fil des ans là, de nos cours d'eau.
Et de l'autre côté, vous voyez, avec les données LIDAR, la question du chevelu, c'est beaucoup plus précis. C'est pas nécessairement des cours d'eau, mais c'est l'écoulement. Donc, c'est vraiment une échelle bien fine. Donc, les chevelus, l'écoulement. Et ensuite, c'est quelques données seulement que je vous ai survolées parce que c'est toute la question des priorités également que je voulais vous parler. On peut voir ici des exemples de bassins versants prioritaires, entre autres pour la mise en œuvre de programmes d'inspection. Dans ce cas-ci, c'est pour nos bandes riveraines en milieu agricole. On a également d'autres zones prioritaires. On a dans un premier temps, du côté droit, dans le fond, la cartographie, le bassin versant du lac Boivin, parce que c'est bien important comme zone prioritaire, la question de la source d'approvisionnement en eau de la ville de Granby. Et on a en tout cas plusieurs projets associés à tout ça, mais il y a également de l'autre côté la carte de la zone périphérique du Parc national de la Yamaska, donc une autre zone prioritaire avec son bassin versant. Il y a d'autres priorités, entre autres, Philippe parlait tout à l'heure de l'outil de priorisation des milieux humides. Bien, justement, à notre échelle, là, avec l'OBV Yamaska, il y a eu une identification là, de 5 milieux humides d'importance en utilisant cet outil-là. Donc, c'est ceux qui étaient de plus faible intégrité, mais qui apportaient des biens et services importants. Et c'est seulement quelques exemples là, aussi des bassins versants qui sont les plus affectés par la pollution diffuse et l'érosion. Donc, j'enchaîne. Je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup d'autres projets qui s'ajoutent à tout ça. Parce que vous comprenez que le PDA de la MRC, c'est un plan d'action avec 61 mesures, donc découle de tout ça plusieurs projets d'acquisition de connaissances en partie. On travaille avec des partenaires sur le terrain qui font de la conservation des milieux naturels et entre autres, toutes ces données-là sont très importantes et toutes ces démarches-là d'accompagnement avec les propriétaires, c'est des données importantes à considérer. Parmi nos actions, on a un inventaire des milieux naturels et l'identification des corridors écologiques. Ça, c'est un gros travail prévu cette année. Ça va vraiment être pertinent aussi pour le plan régional des milieux humides hydriques. C'était pas prévu au départ dans ce contexte-là, mais vous comprenez que ça va être vraiment pertinent. Il y a un projet avec l'IRDA, avec la collaboration de l'OBV Yamaska et la ville de Granby, de modélisation des exportations de phosphore, donc avec l'outil de diagnostic géodète. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà, j'en ai tout à l'heure une petite diapo là-dessus, mais c'est quelque chose qui est quand même en développement. Il y a aussi une action de mise à jour et de bonification de la cartographie des zones inondables avec les LIDAR. Et c'est sûr que notre cartographie des milieux humides hydriques est encore à bonifier, à mettre à jour. C'est quelque chose qui se poursuit, là, entre autres avec un projet régional qui est encore à annoncer. Bref, j'ai fait le tour très rapidement, mais tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler un peu plus d'arrimage avec le PDA de l'OBV Yamaska parce que c'est important de le mentionner. Mais si vous voulez en savoir plus, l'ouvrage est en ligne et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup Mme Bachand, merci beaucoup à nos panélistes. Donc, nous voici à la période de temps entendu, des questions vers nos panélistes, mais comme j'ai mentionné, on va commencer par des questions dirigées, puis ensuite on va se tourner vers le public. Donc, première question qui s'adresse à vous trois. Bon, puis c'était voulu, donc dans le fond pour faire un peu une survol de la question, un petit préambule. C'était voulu, on vous a présenté dans le fond différentes organisations qui ont travaillé à différentes échelles de planification, donc ministère de l'Environnement, une échelle plus nationale, les OBV qui travaillent au niveau suprarégional, donc plusieurs MRC, puis on va ensuite au MRC qui travaille à l'échelle de leur région ou ici au niveau des localités, puis on avait quelques exemples d'ailleurs avec le lac Boivin pour la ville de Granby, puis le parc national de la Yamaska. Donc, première question qui s'adresse à vous trois. Dans le fond, comment vous voyez l'arrimage entre ces différentes échelles de planification-là pour ultimement se retrouver dans un plan régional sur les milieux humides et hydriques? Puis d'abord, on commencerait par vous, Mme Côté. C'est tellement pas arrangé que j'ai une diapo pour ça. Ah oui? Mais c'est pas grave, on la présentera pas, je peux improviser. En fait, c'était dans ma présentation. Ah, okay. Ah voilà! Super! On viendra pour la Haute-Yamaska. OK. En fait, moi, je pense question de ne pas prendre trop de temps. Je passerai peut-être 2 messages au niveau de l'arrimage de ce qui a été réalisé dans le cadre de l'Atlas avec les plans régionaux.
puisque toutes les données de calcul d'indicateurs et priorisation vont vous être rendues disponibles. Elles sont déjà disponibles, mais pour la totalité des basses terres du Saint-Laurent, elles seront disponibles là, au printemps 2019. C'est vaste le printemps, ça nous aide. Évidemment, vous allez pouvoir moduler les résultats en fonction de vos propres objectifs et de vos priorisations adaptées à vos réalités régionales. Et là, je remercie grandement Andréane là, qui m'a prêté sa super image de droite. Dans le fond, c'était justement pour montrer que le travail d'identification des milieux naturels d'intérêt à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent, évidemment, à une échelle régionale, on peut adapter les travaux et aussi, c'est de toute évidence complémentaire. Je comprends qu'on ne travaille pas aux mêmes échelles, mais puisqu'on a intégré quand même avec les contextes territoriaux de mise en place les réalités écologiques régionales, ça permet d'être complémentaire. Donc, je présente d'ailleurs l'exemple d'Andréane de ce matin, qui était très éloquent à l'effet qu'elle a repris pour les milieux humides, notamment les milieux d'intérêt qui avaient été identifiés à l'échelle des basses terres, puis en fonction et qui avaient été identifiés, on retient selon l'enjeu spécifique du maintien de la biodiversité. Et en fonction des autres problématiques et enjeux sur le territoire, bien évidemment, à votre échelle, vous connaissez très, très bien votre territoire, vous pouvez compléter cette information-là. Donc, c'est peut-être les deux messages là, que je voulais vous passer sur l'arrimage. Il y en a évidemment d'autres, mais je vais laisser la place à mes amis. Oui, concernant la question d'arrimage, c'est sûr que pour les... Ça marche, oui? Oui, ça marche. Eh bien, je me demandais juste si vous aviez une diapo. Ah non, moi je n'ai pas de diapo, je ne me suis pas préparée. C'est correct. Donc oui, concernant l'arrimage pour les organismes de bassin versant et leurs zones de gestion, c'est sûr que nous, on souhaite faire un arrimage avec ce qui a été réalisé à l'échelle des basses terres avec l'Atlas pour nos zones de gestion, donc aller essayer d'acquérir ou de supporter ces données-là à l'échelle des bassins versants en faisant peut-être une priorisation à l'échelle des bassins versants aussi par fonction écologique. Donc on travaille à développer un outil qui permette de faire ça pour les OBV. Et puis pour faire le lien avec les plans régionaux à l'échelle des MRC, bien c'est sûr que nous on souhaite que nos organisations se concertent. Puis tout à l'heure on parlait, et ça a été posé dans les questions, oui mais une MRC qui est sur un bassin versant qui est sur 2 MRC ou vice-versa. Un bassin versant, ça ne suit pas les limites administratives des MRC. Donc je pense qu'à ce moment-là, les éléments d'information qui se retrouvent dans un plan directeur de l'eau pourront être utiles aux MRC pour l'élaboration des PRMHH. Et puis, le mandat même des organismes de bassin versant, qui est la table de concertation, les discussions qui vont être menées dans les prochaines années à venir, que ce soit pour les objectifs de conservation des milieux hydriques et humides ou la priorisation des problématiques qui va être faite cette année. Vraiment, les organismes de bassin versant vont permettre la discussion entre les acteurs de l'eau et je pense que les MRC auront tout intérêt à participer à cette table pour échanger et prendre en compte vraiment le continuum amont-aval dans un bassin versant. Merci beaucoup. Pour répondre à la question, je mentionnerais en fait que c'est tout à fait faisable l'arrimage. J'ai une diapo en passant. J'y arrive. C'était l'avant. Oui, celle-là. Non, l'autre d'avant. L'autre d'avant? Avec la fameuse carte. Oui, celle-là. Voilà. Donc, l'arrimage est tout à fait possible parce que dans le fin fond, c'est ce qu'on a fait avec le plan directeur de l'eau de la MRC. Comme j'ai mentionné, oui, c'est un plan directeur de l'eau, mais c'est un outil de planification stratégique des interventions municipales à l'échelle d'une MRC pour une gestion durable de l'eau. Donc, pour faire cet exercice-là, puis pour répondre à la question, j'aimerais reprendre l'exemple. D'autant plus que j'ai pas eu le temps vraiment tout à l'heure de le mentionner, mais cet exercice-là, parce que je tiens à le mentionner, là, c'est vraiment un arrimage avec ce que l'OBV Yamaska, qui est notre OBV dans notre cas, proposait, tant les enjeux que les actions. Là. Et on tient aussi en compte les démarches locales en cours. Je donnais l'exemple là, tout à l'heure, mais on les voit sur la carte. Là. Donc, on intègre sur la carte là, les 2 bassins versants là, qui se recoupent. Là, en fait, celui du lac Boivin ainsi que celui du réservoir Chouanière comme exemple, là, parce que c'est des projets qui sont en cours avec vraiment des zones prioritaires, en fait.
ça n'empêche pas qu'il y a d'autres actions aussi qui se réalisent sur le territoire, là, mais bref, c'est justement ce qu'on a tenté de faire, d'en tenir compte pour s'arrimer avec ces différentes démarches-là, regarder aussi qu'est-ce qui existe comme données existantes à l'échelle nationale, puis bref, ça a été l'exercice tenait vraiment en compte de tout ça. Donc, c'est faisable à une échelle d'une MRC, parce que en fait, le plan régional des milieux humides hydriques est très intéressant parce que, au final, c'est ce qu'on a réalisé en quelque sorte, mais pas avec les mêmes objectifs nécessairement, parce que dans notre cas, c'est un plan d'action plus orienté vers l'enjeu de la qualité de l'eau, bien qu'il y ait d'autres actions aussi qui s'associent à tout ça, là, notamment sur la sécurité. Et bref, c'est une bonne échelle de gestion étant donné le pouvoir décisionnel des élus dans tout ça. Fait que bref, moi, je pense que cet arrimage-là est tout à fait possible. Puis, en tout cas, j'espère avoir bien répondu à la question, là, mais c'est ce qu'on a fait, en fait, dans le cadre de notre démarche. Excellent. Maintenant, j'aurais une question sur la précision des données. La précision des données, bon, on s'entend, moi j'ai une MRC, j'ai fait ma cartographie détaillée des milieux humides. Il y a d'autres MRC qui n'ont pas cette cartographie-là, qui vont peut-être devoir acquérir un peu plus de connaissances là-dessus. Il y a aussi, bon, on voit des MRC que ça fait déjà un certain moment là, qui ont avancé sur la connaissance, même on parle de 5 ans d'exercice, mais c'est pas toutes les MRC qui ont la même chose. Donc, même à l'échelle de notre MRC, on n'a pas toutes les connaissances non plus, mais on se demande, là, on a un temps limite pour arriver avec nos plans, on a 2 ans encore. Quand on va commencer, quand est-ce qu'on a suffisamment de connaissances pour être à l'aise pour arriver avec un plan régional sur les milieux humides hydriques? Donc, on pourrait commencer par Mme Côté. Ah, bon, j'avais une diapo, mais on n'en a pas besoin. En fait, je vais mettre mon chapeau au ministère de l'Environnement pour quelques secondes. On a parlé ce matin et Goulven en aura parlé tout à l'heure. Il y a une planification de la production cartographique des milieux humides et hydriques qui va vous être rendue disponible au printemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va plancher là-dessus. Et si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez quand même pas à lever la main parce que si je remets mon chapeau Atlas des milieux naturels d'intérêt des basses-terres, c'est concernant les UEA notamment, on a fait des unités écologiques aquatiques dans les basses-terres du Saint-Laurent, la plupart au jugé. C'est un travail fastidieux. Silvio peut en témoigner. Je pense qu'il est dans la salle, puis il nous a aidés à faire ce travail-là. En tout cas, il a commenté intelligemment tout ce qu'on avait fait avec son expertise et on ne va pas refaire ce travail-là, évidemment, à l'échelle des plans régionaux. Mais s'il y a des MRC qui ont de l'intérêt, je dirais, n'hésitez pas à lever la main et à dire, ben nous, ça nous interpelle et on aimerait ça le faire. Parenthèse fermée pour ça. Et pour répondre à ta question sur la précision et qualité des données, je passerai peut-être deux messages. Concernant l'Atlas, Louise Gratton, en 2010, avait fait un plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent avec les données qu'elle avait en 2010. Puis nous, on est arrivé 10 ans plus tard avec un atlas bonifié, avec l'ajout de milieux aquatiques, de milieux champêtres, des calculs de variables comme la puissance, des données plus précises. Fait que oui, ça évolue. Au niveau des plans régionaux, je pense que ça paraît très, très clair que c'est un processus évolutif. Et quand même retenir qu'à l'échelle à laquelle on a fait, Louise avait fait le travail à l'époque, les milieux forestiers et humides de grande superficie avec des habitats essentiels d'espèces étaient ressortis en 2010, puis sont ressortis encore en 2019. Donc, si vous voulez commencer quelque part, vous avez l'information pour le faire. Mais je comprends que c'est super motivant d'avoir une donnée précise tout de suite, mais ça ne vous empêche pas, à mon avis, d'avancer. Puis l'autre message, il a été exprimé de manière très éloquente ce matin dans les 2 présentations. Priorisez vos besoins en fonction de vos objectifs et de vos enjeux, clairement. Donc, l'exemple de l'enjeu d'inondabilité était très clair. C'est un enjeu. Ils sont allés chercher une expertise spécifique à cet enjeu-là. Donc, c'est beaucoup de... Si les questions sont claires, assurez-vous d'avoir une donnée qui permette de répondre à vos questions. Je pense que c'est ça le message important.
Puis au niveau de la précision de la donnée, j'aimerais quand même dire que, bon, je sais que la géobase du réseau hydrographique du Québec, qui est à la base même du travail de l'Atlas, c'est au 20 000. Fait que oui, quand tu vas sur le terrain, sur le plancher des vaches, il manque des cours d'eau. C'est tout à fait évident qu'il en manque. La donnée a été produite au 20 000. Donc, mais la donnée n'est pas mauvaise pour autant. Elle est bonne à l'échelle à laquelle elle a été produite. Et dans le cas de l'Atlas, par exemple, on était conscient de ça et on s'est donné un niveau de confiance. Toutes les unités écologiques aquatiques de moins de 5 km², on ne les a pas illustrées parce que la donnée source était trop floue. Les modèles d'écoulement étaient trop flous. Au 20 000, c'était pas intéressant. Fait que c'est aussi de garder ça en tête, l'échelle avec laquelle vous travaillez, parce qu'à la rigueur, si vous délimitez des cours d'eau détaillés sur du lidar, au niveau de la localisation, c'est extrêmement intéressant. Après ça, si vous venez pour les caractériser, bien, si vous prenez une carte de dépôt de surface au 20 000, bien, gardez ça en tête. Vous avez peut-être une cartographie de cours d'eau très détaillée, mais la donnée source que vous intégrez dedans, bien, il faut aussi qu'elle soit quelque part détaillée. Fait que toute la question d'échelle des données est quand même importante. Le dernier point, c'est moduler par contexte écologique vos enjeux. Je pense que vous le savez déjà. Le contexte des enjeux dans les basses terres ne sont pas les mêmes que dans les Appalaches. Donc, ça peut vous permettre aussi de prioriser là où vous avez besoin d'aller acquérir une donnée précise. Donc, espérant que ça répond à vos questions. Merci. Je vais essayer d'y aller plus court. Non, ça va être simple. Pour moi, la question, est-ce qu'on doit attendre d'avoir des données plus précises pour commencer l'élaboration des plans régionaux des milieux hydriques et humides? On entend beaucoup de MRC et on le sait, et également de la part des OBV, les lidars vont s'en venir. Il y a de plus en plus de données de plus en plus précises qui vont venir les prochaines années. Mais à un moment donné, il faut attendre, il faut commencer à quelque part. Puis dans 10 ans, quand on sera rendu à la deuxième génération des plans régionaux, il y aura encore d'autres données à venir et qui vont être rendues de plus en plus précises. Je pense que la première étape à faire, c'est le recensement des données le plus rapidement possible. Et puis pour les organisations qui se demandent, oui, mais j'ai peut-être pas assez de données, etc., j'ai encore envie de vous dire, le mot d'ordre, c'est la concertation. On le sait, les MRC, vous avez beaucoup d'informations disponibles à vos échelles. On l'a vu, les organismes de bassins versants également dans leur plan directeur de l'eau à l'échelle des bassins versants. Les TCR par leur PGIR. Les creux également détiennent des éléments d'intérêt pour l'élaboration des PRMHH. On l'a vu aussi avec Andréane ce matin au creux qui travaille depuis des années à faire des plans de conservation des milieux hydriques et humides. Donc je pense qu'il y a un intérêt à travailler et collaborer ensemble afin de maximiser l'étendue des informations qui sont disponibles. Et puis il sera toujours possible d'inclure de meilleures informations ou des informations plus précises au fur et à mesure de l'élaboration d'un plan régional des milieux hydriques et humides. Et je vous dirais, c'est pas parce qu'on va avoir des données en 2025 et qu'un plan régional, ça va être révisé aux 10 ans qu'il faut attendre 2030-32 pour remettre à jour des informations. Vous avez la possibilité de le faire au fur et à mesure également. Donc, commençons par le commencement. Merci beaucoup. Madame Bachin. Je suis d'accord avec le fait que c'est important de faire le recensement des données existantes, de ce qui s'en vient, et comme on a mentionné du ministère, d'identifier nos enjeux, nos objectifs, qu'est-ce qui manque. Mais c'est sûr que dans le cas, à la MRC où je travaille, ce serait avec l'expérience qu'on a développée, ce serait difficile de répondre on va y aller avec ce qu'il y a en ce moment, parce que c'est pas l'histoire qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on a décidé dans un autre contexte de se doter de données plus précises, parce que notamment pour la question des milieux humides, on l'avait constaté que les données, ils n'étaient pas tout à fait, c'est sûr, ça dépend tout le temps c'est quoi l'objectif, là, mais on souhaitait bonifier la cartographie parce qu'on savait qu'il y avait certains milieux humides qui n'étaient pas identifiés. C'était avant la cartographie de Canard illimité. Celle de Canard illimité, à un moment donné, est arrivée. On était déjà en train de planifier notre inventaire. Au fond, ce qu'on est allé faire, c'est aller valider tout ça en tenant compte du lidar, parce que le lidar, à ce moment-là, lors de l'inventaire de Canard illimité, n'était pas là. Je donne cet exemple-là parce que, au fond, nous, avec ce projet-là, entre autres, ce qu'on réalise, c'est que le reste de notre territoire, parce que ce n'est pas tout le territoire de la MRC qui avait été concerné par l'inventaire, on se dit que c'est bon, c'est un peu à compléter, là, parce que donc dans notre cas, c'est sûr qu'on souhaite compléter des choses et donc c'est sûr que ça dépend vraiment là, des besoins et des objectifs de chacun. Mais
c'est sûr que dans notre cas, en même temps, je voudrais pas répondre, je veux tenir compte de notre réalité, là, puis c'est qu'au fond, on souhaite aller plus loin. Et j'avais une sous-question sur l'arrimage que j'ai pas répondu tout à l'heure, puis je pensais que ça aurait été pertinent de la compléter. C'est parce que là, c'était la question de Goulven, c'était par rapport à est-ce qu'on devrait aller plus loin par rapport à, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour la question de l'arrimage, en fait, pour la question du diagnostic également. Puis j'avais une diapo que j'avais, si vous me permettez, en fait, là, c'est que je trouvais ça intéressant de mentionner, là, cet exemple-là, c'est qu'il y a à Granby, sur notre territoire, il y a déjà un exercice de plan de conservation des milieux naturels qui est en cours. Fait que c'est sûr que nous, dans l'exercice qu'on a à réaliser, on doit tenir compte, puis on souhaite s'arrimer avec la priorisation qu'ils ont établie parce qu'ils ont identifié des milieux naturels d'intérêt, puis ils ont priorisé. C'est pas encore prêt, mais on souhaite s'arrimer avec cette approche-là, puis appliquer, voir comment on peut appliquer ça au reste du territoire. Un peu comme on l'a fait avec l'exemple de gauche, là, c'est un projet Géodep dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. C'était un projet qui avait commencé avec la ville de Granby et on l'a fait aussi pour le reste du territoire avec... Donc, c'est des exemples, finalement, c'est tout à fait différent, là, les deux projets. Là. Il y en a un qui c'est vraiment pour la question de la biodiversité, l'autre c'est la question qualité de l'eau, essayer de voir c'est où les apports en phosphore. Mais bref, il nous reste encore du travail à faire, puis on souhaite s'arrimer avec ce qui est en place aussi, localement. Merci beaucoup. Je comprends aussi que pour ce qui est de la précision des données, on pourrait moduler aussi notre connaissance du territoire en fonction des enjeux, peut-être de menaces dans certains secteurs. Là où il faut une donnée cartographique plus précise, exemple, par après pour les municipalités, si c'est une zone résidentielle d'expansion, ça pourrait valoir la peine d'aller en faire la cartographie, vraiment sur le terrain. Plutôt que dans des secteurs où il y a moins de menaces, on pourrait conserver une cartographie un peu plus sommaire. C'est ce qu'on avait fait avec l'inventaire des milieux humides. On avait, en fait, ce qui était visé, c'était les secteurs qui étaient voués au développement là, en zone blanche, là, qui n'étaient pas encore développés. D'accord. Mais maintenant, temps des questions du public. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes debout. C'est du monde qui font la file pour des questions. Donc, comme j'ai dit, si vous avez une question spécifique à adresser à un panéliste, vous nommez le panéliste, vous nommez aussi, puis vous adressez votre question. Monsieur Reich. Jean-Paul Reich, cette fois-ci, en tant que coprésident du Réseau québécois des eaux souterraines, la question s'adresse à Mme Bachand. J'ai vu que vous aviez une carte tout à l'heure sur la recharge des eaux souterraines. Est-ce que vous avez pu établir des données par rapport au rôle des milieux humides pour établir leur intérêt par rapport justement à la recharge? En fait, cet exercice-là n'a pas encore été réalisé, mais c'est intéressant de les voir côte à côte, les deux cartes, parce que ça me fait... moi, en tout cas, c'est sûr qu'en préparant la présentation, je me disais que ça va être intéressant de les superposer puis d'aller plus loin dans la réflexion. Puis, c'est sûr, avec l'outil qui avait été réalisé par la CRNT de Montérégie-Est, là, je ne sais pas si la question des eaux souterraines dans les services écologiques faisait partie de votre priorisation, mais ça aussi, ça va être intéressant là, à superposer. Là. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Parce qu'il faut être conscient qu'un manque de données peut faire qu'on ne priorise pas un milieu humide parce qu'il est isolé, mais qu'on devrait peut-être le prioriser parce qu'il joue un rôle avec... et on n'a pas les données qu'il faut pour le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Merci. C'est que, dans le fond, l'exercice, là, on l'entame comme les autres. Là, fait que, mais ça va être intéressant de le faire.